Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h45 sur studiokalita.com, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, avec des journaux et des sites d'information qui continuent à couvrir assez massivement, avec beaucoup d'intérêt, la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en Israël. Hier, Guterres a débuté son séjour en Israël en se rendant au mémorial du Yad Vashem. Il s'est ensuite recueilli sur la tombe de Shimon Peres, dont il était très proche. Il s'est également entretenu d'abord avec le président de l'État, Reuven Rivlin, puis ensuite avec le Premier ministre, Binyamin Netanyahou. Les deux dirigeants israéliens lui ont fait passer, on peut dire, le même message clair et limpide. L'ONU doit cesser sa discrimination et celle de ses diverses instances, comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ou même l'UNESCO, envers l'État d'Israël. Monsieur Netanyahou est même allé plus loin et il a déploré que l'ONU encourage les Palestiniens dans leur incitation à la haine contre Israël. Antonio Guterres a répondu à ses deux interlocuteurs israéliens que la charte de l'ONU imposait une entière impartialité envers chaque État membre et il a promis donc de se référer à cette charte dans son action, en particulier lorsqu'il s'agira d'Israël. Binyamin Netanyahou a également insisté sur la menace que représente l'Iran pour Israël et il a rappelé que Téhéran réclamait la destruction de l'État hébreu. À cela, M. Guterres a répondu qu'il considérait que cette approche visant à aspirer à la destruction de l'État d'Israël était selon lui l'expression d'une nouvelle forme d'antisémitisme, une déclaration qui a satisfait, on peut dire, les dirigeants israéliens. À propos de l'Iran, toujours, le secrétaire général des Nations Unies s'est longuement entretenu hier soir avec le général Herzi Halevi, qui est le chef des services de renseignement militaire israélien, le second bureau. Celui-ci a fourni des preuves du déploiement massif des forces iraniennes du Hezbollah également au nord d'Israël, sur le sol libanais en particulier et sur le sol syrien. Il a expliqué au secrétaire général des Nations Unies que l'Iran construisait actuellement une usine de missiles sophistiqués sur le sol libanais. Nous ne pourrons rester impassibles face à de tels développements, lui a-t-il déclaré. Selon le général Halevi, la présence iranienne en Syrie risquerait de provoquer une confrontation régionale. Hier, le secrétaire général des Nations Unies a également rencontré les familles des soldats dont les corps sont détenus par le Hamas, ainsi que la famille Mengistu qui réclame la libération de son fils Abera. La mère de Mengistu lui a demandé de tout faire pour ramener son fils de Gaza. Guterres, qui a également affirmé que sa mission était une mission de paix, a promis d'œuvrer en ce sens lors de son passage dans la bande de Gaza. Et justement, à propos des tractations avec le Hamas, les journaux israéliens reviennent ce matin sur des propos très tranchants tenus par Lior Lotan, le conseiller démissionnaire de Binyamin Netanyahou pour le dossier des soldats disparus. Pour Lotan, c'est à Israël de prendre les devants dans cette affaire. Nous devons kidnapper 200 terroristes de Hezbollah pour chaque soldat israélien détenu par le mouvement palestinien. Et ces centaines de terroristes doivent servir de monnaie d'échange, a-t-il déclaré. Côté israélien, on a mis hier en avant le rapport du juge Shamgar, l'ancien président de la Cour suprême, un rapport qui date de 2012 et qui indique qu'il faut modifier les critères actuels d'échange de prisonniers, l'objectif étant de ne pas se retrouver dans une situation durant laquelle l'État d'Israël doit échanger des centaines de terroristes contre les corps de 2 soldats et d'un civil israélien. Pour le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, les choses sont très claires. Israël ne devra plus libérer le moindre terroriste en échange de ces soldats et les déclarations d'Avigdor Lieberman, on le sait, suscite la colère des familles des 2 soldats, les familles d'Adar Goldin et de Ron Shaul, qui craignent de ne pas pouvoir récupérer les corps, les dépouilles mortelles de leurs proches face à la position actuelle donc du ministre israélien de la Défense. Et parmi les journaux, le Yediot Aharonot tente d'expliquer les motivations de la démission de l'OTAN la semaine dernière. Selon certaines sources, l'OTAN aurait décidé de quitter ses fonctions parce que justement le gouvernement ne veut pas véritablement faire pression sur le Hamas, tout simplement parce que paradoxalement Israël serait intéressé à une stabilité du régime dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'affirme Ronen Bergman ce matin, donc en une du Yediot Aharonot. Restons sur cette première page du Yediot qui croit en effet savoir que le sommet de la semaine dernière entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine à Soutchi a échoué. En effet, selon le journal, qui entre parenthèses semble assez réjoui de cet échec, le Premier ministre israélien n'aurait pas réussi à persuader Vladimir Poutine d'empêcher l'influence grandissante de l'Iran dans le sud de la Syrie
Syrie. Selon une source russe qu'il aurait confiée à la Pravda, le journal du pouvoir, donc en Russie, Binyamin Netanyahou était près de la panique. Mais Poutine est resté froid lorsqu'il a dit que l'Iran resterait l'allié de la Russie et que celle-ci continuera à soutenir le pays des ayatollahs. Les sites d'information reviennent ce matin sur le discours prononcé hier soir par Binyamin Netanyahou lors de la célébration du jubilé de l'implantation israélienne en Judée et en Samarie. Il y a 50 ans, donc, les premières implantations israéliennes ont été créées. Lors d'une grande cérémonie, donc, marquant cet anniversaire et qui s'est tenue dans la localité de Barkan, en Samarie, le Premier ministre israélien a été très clair lui aussi. Il n'y aura plus d'évacuation de localités juives en Judée ou en Samarie. Nous sommes revenus ici pour ne plus jamais en partir, a-t-il déclaré. La dernière fois que nous avons évacué des implantations, nous avons reçu des missiles, a déclaré M. Netanyahou, qui a également joué sur la corde nostalgique en se remémorant des souvenirs de l'époque de son service militaire il y a justement 50 ans, tout de suite après la guerre des 6 jours. Je me souviens de l'émotion que j'avais ressentie alors de marcher sur les traces de mes ancêtres. Je me souviens aussi du calme qui régnait alors dans ces deux régions et je m'étais dit alors comment est-il possible qu'un tel endroit reste aussi silencieux? Lorsque je rencontre des chefs d'État à travers le monde, je leur dis imaginez que sur ces montagnes de Judée et de Samarie, ce soient les terroristes de l'islam intégriste qui se soient installés. Le danger n'aurait pas été que pour nous, l'État d'Israël, mais également pour l'ensemble du monde occidental, a donc déclaré Binyamin Netanyahou à un public, on peut le dire, conquis. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à un verdict rendu hier par la Cour suprême sur un dossier qui n'est plus vraiment à l'ordre du jour, mais qui le revient, celui du statut des infiltrés africains. La Cour a en effet estimé que l'expulsion de ces infiltrés était légale, mais elle a dans le même élan interdit et bloqué tous les leviers et tous les moyens de mettre cette expulsion en application. Ce verdict a suscité donc la colère des habitants du sud de Tel Aviv qui affirment que même si des milliers d'infiltrés ont déjà quitté le pays au cours des 3 dernières années, emportant un pactole que l'État d'Israël leur offrait pour se refaire une vie ailleurs, eh bien, il en reste toujours des milliers d'autres ici, en particulier dans le sud de Tel Aviv, à proximité de la gare centrale. Et leur vie est toujours aussi difficile. Et ces manifestants ont donc promis d'aller manifester devant le domicile de la présidente sortante de la Cour suprême, Myriam Naor, pour protester contre ce type de verdict et contre le fait que personne ne tient compte de leur détresse sociale. Quant au ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, il s'est élevé, lui, contre le verdict de la Cour suprême et il déclare en une du Israël Hayom « Bagatz Natan Tamritz la Mitztanenim » la Cour suprême encourage les infiltrés. Le Times of Israel, dans sa version en anglais et même en français, indique que la communauté juive de Houston a été durement touchée par l'ouragan Harvey qui a déferlé, vous le savez, sur les côtes du Texas en fin de semaine dernière. Certains quartiers de la ville à forte densité juive ont été dévastés par les eaux. Certaines parties de notre communauté ont été touchées par le grave événement météorologique de ces derniers jours. Nous travaillons avec nos agences partenaires pour évaluer la situation actuelle dans notre communauté et déterminer les priorités en termes d'action, a écrit le président de la Fédération juive de Houston dans un post publié sur Facebook. C'est une révélation du site Énergie. Le grand rabbinat d'Israël a entamé une démarche exceptionnelle visant à retirer officiellement du grand rabbin Yonah Metzger le titre de rabbin. Motif, le grand rabbin Metzger, qui fut lui-même grand rabbin d'Israël pendant 10 ans, a été reconnu coupable et condamné à une peine de 4 années et demie de prison dans une maison d'arrêt israélienne pour corruption. Il purge actuellement cette peine donc dans cette maison d'arrêt israélienne. La démarche du grand rabbinat d'Israël est sans précédent pour une personnalité qui occupa donc la fonction suprême. Elle vise à travers le retrait de son titre de rabbin à l'empêcher de diriger des mariages et d'occuper des fonctions dans le monde rabbinique. En 2003, le grand rabbinat d'Israël avait déjà également retiré le titre
titre de rabbin au rabbin Yehuda Rosolio, qui avait été reconnu coupable d'avoir volé un Sefer Torah. C'est ce que nous affirme le site NRG. Donc ce matin, dans l'une de ses premières pages. Et puis une bonne nouvelle pour terminer, une bonne nouvelle que l'on peut trouver sur les sites d'information comme le Ynet pour la Startup Nation. Le géant des produits pharmaceutiques américain Gilead a décidé d'acquérir la compagnie israélienne Kate Pharma pour la modique somme de 11,9 milliards de dollars. Kate Pharma a été fondée par le professeur Aryeh Baldwin. On devrait reparler de cette information sensationnelle au cours des prochains jours. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et puisque nous avons longuement parlé avec Ariel Kandel donc de la vision de Théodore Herzl et de ce que Théodore Herzl aurait déclaré s'il avait vécu en 2017 et s'il était venu en Israël, à Jérusalem, le 29 août 2017, eh bien, nous allons terminer ici cette heure d'actualité sur studiocalita.com. On se retrouve avec plaisir demain matin à 8h pour une nouvelle heure d'actualité. Je vous laisse avec la rediffusion des programmes de Cathy Choukroun. Et à 10h, je vous invite également à suivre l'émission de Bernard Zanzouri, Plein l'ado, une émission consacrée aux adolescents, Olim Hadashim en particulier. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité. Bonne journée, shalom, Leitraot, Daniel Haïk, en direct de Jérusalem sur studiocalita.com.